Bien, merci à tous d'être venus. Je vais me présenter en deux mots rapidement. J'ai commencé il y a bien longtemps par la Salpêtrière, le pavillon Lavran, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent en médecine tropicale. Et puis ensuite, je suis parti 2 ans au Cameroun, et puis 2 ans au Gabon, et puis 2 ans au Tchad en 1985, à chaque fois comme médecin des grandes endémies. Et puis j'ai viré, c'est une sorte d'accident, donc je me suis inscrit à l'École nationale de santé publique à Rennes pour devenir médecin inspecteur. On a tous des accidents dans la vie. Et finalement, après bien des tergiversations, je suis rentré à l'OMS en 1995 dans le programme de lutte contre la trypanosomiase, dont je vais vous parler. Et puis en 2004-2005, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration du concept des maladies tropicales négligées. Et ensuite, j'étais coordinateur pour l'innovation et l'intensification de la prise en charge des maladies, avec la trypanosomiase, les leishmanioses, la maladie de Chagas, l'ulcère de Buruli et le pion. Voilà, en deux mots. Donc il est d'usage ici, si j'ai bien compris, de commencer par un cas clinique. Ce que je ne ferai pas vraiment, je voulais juste vous montrer ça. Voilà, c'est pas très long. Ça c'est quoi? C'est un SOREMP, c'est-à-dire un Sudden Onset of Rapid Eye Movement Period, c'est-à-dire un accès de sommeil intempestif qui démarre par du sommeil paradoxal. Il y a 2 maladies au monde qui donnent ça, c'est la narcolepsie et la maladie du sommeil. C'est pour ça qu'on l'appelle la maladie du sommeil, c'est-à-dire qu'on a un dérèglement total du cycle nictéméral. Et donc ça fait partie des 2 maladies dans le monde qui touchent l'horloge biologique. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Alors, la maladie du sommeil, en 2 mots, c'est quoi? C'est la trypanosomiase humaine africaine. Trypanosomiase parce que c'est dû à des parasites, trypanosoma. Donc, pour ce qui nous concerne, on en a 2 sortes, Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense, qui sont réparties de chaque côté de la vallée du Rift en Afrique. Celle qui est en Afrique anglophone, rhodesiense, donne des maladies extrêmement aiguës. Et l'autre, c'est celle qu'on connaît, des maladies beaucoup, beaucoup plus lentes. C'est transmis par la mouche tsetse, que tout le monde connaît, chacun a fait des mots croisés dans sa vie, la glossine. C'est une maladie qui est mortelle à 100%. On n'en rééchappe pas. Si elle n'est pas traitée, on a 1 ou 2 cas où on a vu des gens survivre pendant 40 ou 50 ans, en Côte d'Ivoire en particulier, le caféo. Ça évolue en 3 stades, c'est-à-dire que le parasite, tout d'abord, se multiplie dans la circulation, et ensuite il passe dans le système nerveux central, donc c'est ce qu'on appelle le stade 2, méningo-encéphalitique, et ça se termine par une encéphalopathie démyélinisante irréversible qui conduit inéluctablement à la mort. Alors le diagnostic est difficile, donc on commence par faire une sérologie en dépistage systématique qui nous donne un certain nombre d'indications. Ensuite, il faut confirmer si ces tests sont positifs en voyant le parasite pour être bien sûr qu'il est là. La raison principale, elle vient après, c'est qu'on a besoin aussi de prendre une décision thérapeutique puisque les médicaments qu'on utilisait jusqu'à il y a encore 10-15 ans tuaient à peu près 8 à 9% des patients. Donc on ne peut pas se permettre de se tromper entre les 2 stades. Le traitement est difficile aussi à mettre en œuvre et doit être mis en œuvre dans des hôpitaux. Évidemment, pour une maladie qui sévit principalement dans les endroits où il n'y a pas d'hôpitaux ni de dispensaires, ça complique un petit peu les choses. Pourquoi c'est une maladie exceptionnelle finalement et tout à fait emblématique? J'ai mis là 3 grands noms qui sont attachés à cette maladie du sommeil. Il y a Pasteur, bien sûr, que tout le monde connaît, Paul Ehrlich, puisque c'est lui qui a inventé le Magic Bullet avec le trypan bleu et qui le premier donc a montré qu'il y avait des cibles thérapeutiques et le premier médicament qui est issu de ça, c'est ce qu'on appelait le trypan bleu à l'époque et qui a permis ensuite de soigner les syphilis, hein, si vous vous rappelez, le médicament magique de la syphilis.
Ce qu'il faut savoir, en gros, c'est qu'en 1854, on a montré le rôle préventif de la quinine pour aller en Afrique, finalement. Et en 1885, alors que quasiment toutes les maladies tropicales avaient été décrites, on a décidé d'ouvrir les choses aux coloniaux, c'est-à-dire qu'au fond, après le traité de Berlin, chaque pays est parti en Afrique pour coloniser la plus grande partie et mettre des pays pour eux. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, à partir de 1898-1900, est apparue une nouvelle maladie qui était cette trypanosomiase, qui était connue depuis longtemps, mais qui est ressurgie et qui a fait des centaines de milliers de morts. Un homme exceptionnel au milieu qui s'appelle Jameau, qui était un médecin militaire et qui finalement a quand même inventé un certain nombre de choses qui sont la mobilité. C'est lui qui a inventé ce concept de dire que si le patient ne vient pas au médecin, c'est le médecin qui ira au patient. Et c'est la base des dépistages systématiques. Il a inventé la standardisation pour les équipes mobiles et il a inventé un truc étonnant, c'est l'état d'exception sanitaire, c'est-à-dire qu'au fond, ça lui a été reproché, il a créé un état dans l'état, mais il a réussi à nettoyer l'Afrique de la maladie du sommeil. En 2 mots. Où en est-on aujourd'hui? Les objectifs actuels, c'est ceux de l'OMS, donc c'est ceux de la communauté internationale, c'est d'éliminer la trypanosomiase en tant que problème de santé publique, en 2020, avec en gros moins de 2000 cas par an. Et puis, les gens travaillent actuellement, mais la décision a été prise de refaire une feuille de route qui aille à 2030, où on aboutirait à l'interruption de la transmission de Trypanosoma gambiense, ce qui serait une assez belle victoire. Je voudrais juste revenir sur la photo d'avant, ce qui s'est passé quand même dans l'histoire. Vous voyez la très grande épidémie du début du siècle. Tous ces gens ont travaillé comme des fous, ont réussi à presque éliminer cette maladie. Comme pour toutes les autres maladies dans l'histoire de l'humanité, il arrive un moment où on se dit c'est plus un problème, donc on ne fait plus rien. Et si on ne fait plus rien, évidemment, ça remonte. Et je vais vous montrer ce qui se passe maintenant. Nous, on a repris l'épidémie au pic qui est indiqué ici. Voilà, donc on en est là. Diagnostic, traitement. En 2 mots. Le diagnostic, donc, est compliqué parce qu'il faut beaucoup de matériel, il faut plusieurs étapes. Ce n'est pas toujours extraordinairement spécifique. Donc il faut piquer les gens comme ça. Ensuite, il faut éventuellement ponctionner des ganglions qui sont dans le cou, qui sont très connus, qui étaient connus chez les marchands d'esclaves à l'époque. Ensuite, il faut faire une ponction lombaire. On les fait toujours sous l'arbre, encore aujourd'hui. Donc on en fait des milliers et des milliers comme ça. C'est juste la preuve que ça ne fait pas très mal. Enfin, moi, j'en ai pas eu, mais a priori, c'est comme ça. Et puis ensuite, il faut traiter les gens. Alors, on avait pour la première phase dont on a parlé, sanguine, un médicament qui s'appelle la pentamidine, qui a le désavantage de faire très très mal aux fesses, mais enfin c'est une dizaine d'injections, c'est à peu près raisonnable. Ensuite, on a utilisé jusqu'à il y a à peu près 10-12 ans des arsenicaux, ce fameux mélarsoprol. En 2 mots et pour faire simple, ce mélarsoprol, c'était de l'arsenic mélangé avec du British antiléwisite qui était l'antidote du gaz moutarde, et tout ça mélangé dans du propylène glycol qui, comme chacun sait, est de l'antigel de voiture. Et je peux vous dire que quand on injecte ça, c'est une horreur absolue. Et puis, ça provoque aussi des chocs anaphylactiques, donc on perdait énormément de patients. Ça a été remplacé par un médicament dit miracle, qui était la difluorométhylornithine, excusez-moi pour ces noms un peu barbares, qui avait un gros désavantage, c'est qu'il fallait faire 56 perfusions en 4 perfusions de 2 heures par jour. Vous imaginez comme c'est pratique au sud du Soudan. Mais on a réussi à le faire quand même, je vous dirai 2 mots après là-dessus. Ensuite, on a eu le NECT. Le NECT, c'était une combinaison de cette DFMO avec du nifurtimox qui a été développé par DNDi, qui est mieux, mais c'est quand même 10 jours avec 2 perfusions de 2 heures par jour, plus une prise orale de médicaments. Donc vous voyez la complexité des choses. Et puis, ces mois qui viennent, va sortir un nouveau médicament oral qui s'appelle le fexinidazole, qui a été développé par DNDi, par Sanofi et par l'OMS, qui, je le crains, est un tout petit peu moins prometteur que ce qu'on pensait, mais enfin, c'est déjà un énorme progrès. Voilà.
Alors, la stratégie pour venir à bout de tout ça, il faut se replacer une vingtaine d'années en avant où on avait créé ça, c'était en 1998-19, donc on avait un stock d'à peu près 500 000 malades en Afrique, dans 36 pays, et donc il a fallu essayer de réfléchir un petit peu à la façon de faire face à ça. Alors, il y a une chose qui est fondamentale, c'est l'accès, et ça c'est une donnée qui est fondamentale, soit pour la trypanosomiase ou pour les maladies tropicales négligées en général. Deux problèmes à résoudre, l'accès aux médicaments, l'accès au diagnostic. Si on résout l'accès aux médicaments, au diagnostic, on a un accès au traitement, donc ça c'est une première chose. C'est bien d'avoir un traitement, mais il faut une structure de santé pour pouvoir traiter les gens, sinon ça ne fonctionne pas. Donc si on arrive à faire en sorte qu'il y ait un accès aux structures de santé ou un dépistage systématique, on peut avoir un accès aux soins, et c'est la condition qui doit permettre de pouvoir réduire cette maladie. Alors, un petit exemple sur les médicaments. Voilà, ça c'était la situation en 1998, ça c'est les pharmacies de brousse. Donc vous imaginez bien, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur une maladie mortelle, que c'est plutôt insuffisant. Et en 1999, les deux producteurs principaux ont déclaré qu'ils arrêtaient la production. Donc il y a eu un certain nombre de choses, on n'a pas trop le temps d'expliquer ça ici. Toujours est-il qu'on est arrivé en 2001 à négocier avec Sanofi, avec Bayer, des dons de médicaments et gratuits pour toute l'Afrique en quantité suffisante pour traiter tout le monde. Donc ça a été un palier tout à fait fondamental. Mais voilà, ça c'est juste pour indication. La situation d'aujourd'hui sur les maladies tropicales négligées en général, on utilise 22 médicaments, il y en a 20 qui sont gratuits en quantité illimitée. Donc ça a été vraiment, ces maladies, une façon de donner un levier pour débloquer cette façon de voir et pour faire que toutes les grandes pharmas finalement acceptent de s'investir dans ces combats-là. Alors ce qui se passe aujourd'hui, revenons à notre trypanosomiase, c'est pas le tout d'avoir des médicaments gratuits, mais c'est relativement compliqué parce que quand on met deux médicaments ensemble, il faut préparer des cartons. Les cartons que vous voyez ici sont faits par MSF à Bordeaux et chaque carton contient 2 traitements. Donc un traitement, c'est 9 kg à peu près, puisque pour faire les perfusions, il faut des flacons, il faut des tubulures, il faut des cathéters, puisqu'il n'y a rien sur place. Et ensuite, il faut arriver à les expédier. Alors il y a certains pays où c'est un peu plus simple, mais j'ai souvenir quand on a envoyé ces traitements au sud du Soudan, et quand c'est un petit peu en guerre, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ensuite, il faut les stocker, puis il faut les acheminer vers les centres de traitement. Centres de traitement, il va sans dire qu'à ce moment-là, il faut les reconstruire éventuellement et puis former tous les personnels de santé pour pouvoir un traitement efficace. Donc c'est juste pour vous situer un petit peu l'ampleur des choses, mais c'est des challenges qui sont très très intéressants. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous voyez ici, par exemple, qu'en l'an 2000, on était à 33 000 cas déclarés. Ça veut dire qu'on estimait à cette époque qu'il y avait entre 5 et 10 ou 15 fois plus de décès puisqu'on ne les trouvait pas et qu'on ne les cherchait pas. C'est vrai que quand on est dans la grande forêt, si on ne cherche pas les gens, on ne les trouve pas. Si on demande de quoi sont morts les gens, on nous répond que c'est la malaria. Bon, donc comme ça, on a gagné. Vous voyez ici que sur la flèche verte qui est au bout, c'était la résolution qui a été prise sur la feuille de route et ce qu'on espérait pouvoir faire. Mais vous pouvez voir en bas sur la flèche bleue, pardon les micros, finalement on a été en avance sur les prévisions et aujourd'hui ce chiffre en rouge inférieur à 1000, c'est les derniers chiffres que l'OMS va publier dans les semaines qui viennent. Je crois qu'on doit être vers 960 cas déclarés. Alors ça ne veut pas dire qu'il en reste quelques-uns qui se baladent, mais la marge d'incertitude sur le stock de malades existants est relativement faible. C'est-à-dire que si c'est 1000 ici, ce sera peut-être 4000 au total, mais on arrive à les retrouver. Ça, c'est pour Gambiensé, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Rhodesiense, qui est là-bas, représente que 2% des cas. Cependant, ça fait quand même parler de temps en temps, puisqu'on a quand même environ une dizaine de touristes par an qui l'attrapent dans le Serengeti
ou lors de safaris, avec des décès, puisque c'est une maladie qui est très, très agressive. Ça, c'est la même courbe. Ce que je vous ai marqué derrière en jaune, c'est le dépistage. C'est-à-dire que si on ne maintient pas un dépistage actif dans tous les villages concernés, on n'arrive pas à descendre. Et vous voyez qu'un des gros efforts qui a été fait depuis des années, ça a été de maintenir ce dépistage à un niveau très élevé qui est entre 3 et 5 millions de personnes examinées chaque année dans leur village. Et ça, c'est la condition sine qua non pour parvenir à enregistrer ces progrès. Alors, à titre d'exemple, pour enregistrer ces progrès, sur ce programme maladie du sommeil, trypanosomiase, un système de surveillance extrêmement obsessionnel a été mis en place avec la FAO. Et on a à peu près aujourd'hui 230 000 cas depuis 20 ans qui sont géoréférencés avec leur dossier dans des bases de données, ce qui permet de suivre l'évolution. Vous avez ici 2002-2006, 2007-2011, 2013-2017, donc vous voyez que c'est quand même très important, ça permet de voir où sont les cas, etc. Et la dernière ici, c'est le corollaire à cette élimination, c'est qu'il faut vérifier qu'on est à 0 cas dans un certain nombre d'endroits. Donc tous les points verts ont déjà été investigués et le sont régulièrement pour que d'ici 3, 4, 5, 6 ans, on arrive à dire effectivement ces endroits-là sont libres de trypanosomiase. Pays par pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait on avait 36 pays qui étaient endémiques. Aujourd'hui, on n'en a plus que 26, si je ne m'abuse. Et vous voyez que le gros morceau reste toujours la République démocratique du Congo. Mais enfin, ça a quand même aussi été réduit de façon tout à fait drastique. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui enregistrent uniquement quelques cas sporadiques. Et notre ami Brice Roturo va nous expliquer comment il va s'y prendre pour gérer cette affaire-là. Alors, maintenant, les zones à risque, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il faut savoir petit à petit où aller mettre les dépistages en place, etc. Donc, vous voyez ici que c'était 2001-2005, les zones à risque, voilà, qui se sont réduits sur 2007-2011 et qui se sont encore réduits jusqu'en 2016. Alors, si on analyse ça un peu plus finement, c'est intéressant. Comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, comment ça s'appelle ça ? Les barres qui sont les plus foncées étaient les zones à très haut risque d'attraper la maladie du sommeil. Et vous voyez qu'en 2016-2017, ces zones-là ont quasiment disparu. La proportion de risque moyen baisse aussi énormément. Et finalement, on garde une population qui reste à risque, qui est à peu près identique, puisque ces zones sont là. Mais par contre, le risque est drastiquement diminué. Le diagnostic, on disait tout à l'heure que c'est fondamental. Le diagnostic, ça devient la chose la plus importante qui soit, pour une simple raison, c'est que si on a des médicaments et qu'on n'a pas de malade, ça sert strictement à rien. Donc il faut absolument qu'on ait des outils diagnostiques qui tiennent la route, et deuxièmement, qui soient de qualité également, et qui soient distribués partout, avec des gens formés. Ça, c'était les endroits où on faisait du diagnostic en 2013. Et ici, vous voyez que ça a beaucoup augmenté en 2017 parce que le but, c'est que dans chaque zone à risque, 1, 2 ou 3 dispensaires ou hôpitaux soient formés, approvisionnés en permanence pour pouvoir travailler là-dessus, pour pouvoir à un moment opérer la transition vers une surveillance qui soit passive dans des centres de santé. Voilà. Donc ce qui est intéressant conceptuellement, c'est qu'on a passé donc toutes ces années à faire de la lutte pour essayer de diminuer les cas. La deuxième étape, c'est l'élimination en tant que problème de santé publique, qui est atteint d'ores et déjà, donc qui sera évidemment atteint l'an prochain. J'espère que ça ne va pas remonter comme ça. Et puis maintenant, et c'est tout le sujet, j'espère, de la discussion qu'on pourra avoir, c'est qu'on rentre dans la phase d'élimination, qui ouvre un champ énorme de réflexion et de recherche, parce que là, on rentre dans l'inconnu et qu'on n'est pas tout à fait prêt, en tout cas,
à gérer cette situation-là. Je voudrais, puisqu'on a deux éminentes personnes dans cette salle, faire référence quand même, par exemple, à une innovation qui est la seule qui a été faite dans ces maladies tropicales négligées. On a monté en 2009, avec Marie-Noël qui est là, l'Institut Pasteur, une banque de sérum, de trypanosomés. Donc on a dedans des LCR, on a du plasma, on a du sérum, etc. Ça doit permettre aux chercheurs sur les diagnostics ou autre chose de pouvoir avoir ces banques de référence. C'est quelque chose d'énorme, c'est beaucoup de travail. Et il y a aujourd'hui plus de 39 000, il y a une quarantaine de mille d'échantillons. Donc je pense que ça, c'est une source fantastique pour les chercheurs. Et c'est vraiment le genre de choses que les gens du terrain qui font cette lutte tous les jours, c'est une façon pour eux probablement de participer à la recherche et de dire aux gens, écoutez, trouvez-nous des diagnostics, des choses, on essaie d'apporter ce qu'on peut pour faire ça. Alors, l'élimination en 2 mots, maintenant, il y a un certain nombre de questions, j'arrive au bout. C'est comment on fait pour maintenir ces activités de lutte à un bon niveau, ce qui veut dire comment on trouve de l'argent, en clair. Comment on pérennise les résultats acquis dans un contexte de faible prévalence, parce qu'on ne peut pas agir de la même façon s'il y a 4 cas dans un pays ou s'il y a 100 000 cas. Ça ne se passe pas du tout de la même chose. Comment on adapte les stratégies de lutte, comment on répond à toutes les questions spécifiques à l'élimination, biologie, épidémiologie. On va vous en parler tout de suite après. Et puis, comment convaincre les bailleurs institutionnels et privés de poursuivre leur effort. Ça, c'est probablement le plus difficile. Juste une chose aussi, pour la trypanosomiase, comme pour quelques autres maladies tropicales négligées, il a été possible en tout cas de les inscrire sur les nouveaux objectifs du millénaire. Donc elles sont maintenant sur l'agenda international. Il y a une résolution qui a été prise par l'Assemblée mondiale de la santé et très récemment par le sommet de la francophonie. Donc malgré tout, ça avance et on espère que la communauté internationale va prendre conscience de tout ça. Je voudrais juste finir là-dessus, c'est juste un petit peu pour comment réfléchir. C'est qu'au fond, on parle beaucoup de négligence, c'est vrai pour la trypanosomiase, la pauvreté, les maladies. Et je voudrais vous rappeler que si on assume ces noms qu'on utilise tous les jours, il faut, dans la réponse, avoir 3 composants. Pour la négligence, ça doit être une politique de l'attention. On doit juste faire attention aux autres, c'est pas vrai que pour la trypanosomiase. La deuxième chose, c'est que pour la pauvreté, la réponse doit être une politique du développement. Et enfin, pour les maladies, ça doit être une politique de santé, on s'en doute bien. En tout cas, la durabilité ne peut être acquise qu'à condition de prendre en considération ces 3 aspects. Voilà, je vous remercie.